l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Valérie Lefort, Christophe Buron et Arnaud Clerc. Messieurs, bonjour. Salut Martial, salut bonjour. À tous. Bonjour. Alors messieurs, je vous propose aujourd'hui de répondre à la question suivante. L'ASM Clermont peut-elle conserver sa place dans le top 6 ? Le top 6 que l'ASM a intégré ce week-end après sa victoire laborieuse en terre paloise. Donc oui, rapide tour de table, l'ASM peut-elle conserver sa place dans le top 6, Christophe ? Oui, mais. Valérie ? Moi, je pense qu'elle va se maintenir. Et oui, mais pareil. Arnaud ? Au vu du jeu affiché, du niveau de samedi soir, j'aurais tendance à dire non. Alors, en préparant cette émission, Christophe, tu me rappelais que c'était la première fois en 2020, donc cette année, que l'ASM intègre le top 6, ce qui donne le droit, on va le rappeler, de jouer les phases finales, pour ceux qui l'ignorent encore. On va jeter un œil sur le classement. Après 15 journées de championnat, on peut dire qu'il y a 6 clubs pour les 4 dernières places du top 6, sachant qu'on va dire que Lyon et Bordeaux, c'est bon pour eux Oui, probablement. Sur les 2 premières places, je pense qu'il n'y aura pas photo. Après, le week-end a été très favorable à l'ASM, malgré la piètre prestation des jaunes et bleus, parce qu'ils ont quand même frôlé la correctionnelle avec 2 résultats qui auraient pu être très bien inversés, c'est-à-dire une victoire de Toulouse au Racing et une victoire de La Rochelle au Stade Français. Donc là, les 2 auraient gagné à l'extérieur, c'était encore... D'abord, ils ne seraient plus dans les 6, ils seraient 7e, je crois. Donc ça aurait été compliqué. Donc ils s'en sont bien sortis ce week-end, malgré le spectacle proposé. Enfin, ça reste un artifice pour l'instant, on est encore loin du bout. Oui, mais quels sont les 2 clubs à l'heure actuelle qui offrent le moins de garanties parmi les 4, on va dire, qui sont candidats? Pour moi, clairement, parmi les 6, pardon. C'est Montpellier et Clermont, quoi. Oui, c'est clair, et je pense que c'est La Rochelle qui va être le 3e à lutter pour être dans le top 6 en fin de saison. Ouais, parce que Toulouse va rentrer les internationaux après, ça va dérouler tout seul. C'est même à se demander s'ils en ont besoin. C'est même pas une histoire d'internationaux, Toulouse. Il y a un fond de jeu, il y a une confiance. Oui, c'est sûr, mais si tu rajoutes ces joueurs en plus, ça apporterait quelque chose. Mais pourquoi Montpellier, pas La Rochelle, par exemple ? Parce que Montpellier, c'est nettement aussi sur 3 pattes aujourd'hui. C'est un peu comme Clermont, c'est un peu bancal. Ça gagne, ils ont gagné quand même que 31-29 contre Bayonne à la maison. Il y a des difficultés, le jeu n'est pas bien rodé. Enfin, on sent que c'est pas une dynamique très favorable. C'est compliqué en coulisses aussi. Ça gagne, mais bon. Avec une partie du staff de Cotter qui est encore là. Garbajosa n'a pas encore, nettoyé les écuries d'Augias. Donc il n'a pas encore tout son monde à lui. Voilà, c'est encore une saison un peu compliquée pour lui, je pense. L'année prochaine, je pense qu'il travaillera avec vraiment des gens qui sont avec lui. Mais alors, si je vous écoute, l'ASM dans le top 6... ça va être compliqué. C'est pas fait, compliqué, tout va dépendre de ce qui va se passer, notamment sur les deux journées prochaines du bloc de février. C'est clair qu'un 2 sur 2, ça va les conforter et ça peut être un pas important, même si ça ne sera pas définitif. Avec un match important samedi contre l'UBB. Le match de samedi, pour moi, il est crucial. Si tu passes à côté, si tu te fais laminer par Bordeaux, je pense que ce match peut avoir des conséquences qui peuvent aller bien au-delà d'une contre-performance. Mais si tu as le contenu du jeu que tu as affiché à Pau, et que ça soit en termes de rythme, d'engagement, de conquête, enfin, il a manqué de tout. Tu fais le même match contre Bordeaux, mais jamais tu le gagnes. C'est vrai que le jeu est pas au rendez-vous. C'est clair que là, c'est une équipe qui est fantomatique, tout de suite. Elle est méconnaissable par rapport à ce qu'on a vécu les dernières saisons. Mais en plus, quand ça s'accompagne, comme tu dis, Arnaud, d'un manque d'agressivité, que le curseur est pas assez élevé par rapport aux valeurs un peu hormonales qu'on met dans le combat, là, c'est catastrophique. Par contre, en retrouvant ses vertus, en affichant un état d'esprit vraiment très fort, avec du tempérament, ça peut passer, mais il va falloir quand même... casser la gueule, comme on dit, à l'équipe qui aura en face, et notamment Bordeaux samedi. Ce qui est curieux, c'est que ça manque d'engagement, mais c'est quand même une équipe qui réagit bien. C'est que de la réaction. C'est que de la réaction. C'est le service minimum. La réaction, c'est du caractère quelque part. Donc il y a du caractère, il y a un truc quelque part, mais ils n'arrivent pas à le mettre en place moi, je dirais dès l'entame du match. C'est le service minimum. On va rappeler que Pau est Lanterne Rouge, si je ne dis pas de bêtises à l'heure actuelle. C'est toujours à Jean. Ils sont pas loin. C'est Kif Bourrico. Mais alors, Valérie, toi, tu étais à Pau. Il y a Morgan Parra qui, à l'issue de la rencontre, a tiré un petit peu la sonnette d'alarme. Il a dit il est d'accord
d'accord avec les supporters, il est d'accord avec vous, les journalistes. Avec tout le monde, ils sont pas au niveau. Et quoi. ceci dit, en passant, heureusement qu'il était là. Il a fait du bien sur ce match. Son entrée a été, il est rentré à 47e. Service à la 49e pour Ituria ASC. C'est lui qui est à l'origine aussi de la récupération de la balle sur l'en avant de Fumat, et avec après la chevauchée du Hila, plus une pénalité où il ramène l'équipe aussi dans le bonus défensif déjà, et puis aussi son jeu au pied, puis son implication et sa maîtrise. Mais après le match, tu l'as senti comment, inquiet Alors oui, je pense qu'il y a effectivement de l'inquiétude, il y a de l'agacement, mais je pense qu'il y a une forme d'incrédulité aussi, parce que c'est ce qu'on disait, les joueurs sont les mêmes. Voilà, on n'a pas tout renouvelé du sol au plafond, mais il y a des garçons qu'on ne voit pas, qui sont fantomatiques, qui ne reviennent pas. C'est assez compliqué à cerner. Mais même eux, je pense qu'ils n'arrivent pas à... Alors, pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect mental, du caractère affiché sur le terrain. Alors, ce qui est incroyable, c'est que plusieurs ont dit qu'il y avait deux visages entre la Coupe d'Europe et le top 14. Autant en Coupe d'Europe, ils arrivent à élever le niveau, autant là, il faut qu'ils prennent cet essai là dans les 5 premières minutes, de manière récurrente, pour qu'ils se mettent à réagir. Et il y a le problème du jeu et du contenu. Et là, c'est un vrai problème, c'est un vrai souci cette saison. Il manque d'un régulateur, qu'on a quelqu'un au centre, notamment au poste de centre, parce qu'ils ont le rôle que devrait tenir un Fofana, par exemple. Mais Fofana, il a fait 2 matchs en 8 mois, donc il ne peut pas s'installer comme régulateur tout de suite, comme chef d'orchestre de cette équipe, à l'image d'un Guitoun à Toulouse, d'un Lamora même à Bordeaux, qui est un régulateur. Et là, tout de suite, il y a vraiment un souci à ce niveau-là. Mais pour effectivement, moi. ça se demandait s'il y a un pilote dans l'avion Clermontois. Moi, qui n'a pas pu jouer avant le début de match, tu l'as senti quand même, dans la percussion, dans le... Mais bon, là, ce ne sera pas non plus c'est pas régulateur comme tu l'entends, mais... Ce ne sera pas un leader, parce que pour moi, il faut un joueur qui ait une emprise, qui a un leadership. Bien sûr. Mais il vaut mieux qu'il soit français par rapport à la langue déjà. Et puis, non, c'est pas Nakalevou qui va tenir ce rôle, c'est pas non plus Tanivili l'année prochaine parce qu'il est trop jeune. Non, c'est un rôle qui est dévolu à un garçon comme Fofana s'il revient à son niveau, mais pour l'instant, c'est encore... Non, ce qui est étonnant, c'est cette dichotomie effectivement entre la façon dont il se comporte en Coupe d'Europe et en championnat. Alors, on n'imagine pas qu'on ait affaire entre guillemets à des coquins qui se disent on va jouer, parce que cette Coupe d'Europe, en fait, on a été champion de France il y a 2 ans. Ce qui nous fait bander, pour parler vulgairement, c'est la Coupe d'Europe. Alors, on crache tout là-dedans. Et puis le championnat, ça va finir par passer, ça passera. Les propos de... Donc on joue avec le feu, quoi. Les propos d'Arturo Turia en disant, effectivement, il n'a pas tort sur le fond, en disant il n'y a pas forcément le feu, on est un peu alarmiste quand on parle de nous. Oui, c'est vrai sur le plan comptable, mais c'est la manière plutôt sur le contenu, sur ce qu'on voit sur le terrain. Alors lui, effectivement, je sais pas, c'est peut-être l'air du pays qui lui a fait du bien, il était très bon au hameau samedi soir. C'était le seul. Et voilà, il était au-dessus du lot. Je pense qu'il y avait du monde dans les tribunes. On l'a bien vu quand il est rentré. Il a été applaudi, il y avait toute sa famille qui était là, pareil pour Camille Lopez. Donc, mais c'est vrai que sinon sur le contenu, c'est quand même assez affligeant. Mais alors messieurs, est-ce que la solution c'est pas Joe Schmidt? Pas en 2 semaines, il va pas tout révolutionner en 2 semaines. Donc on va rappeler que l'ancien adjoint de Verne Cotter, il est là pour 2 semaines. Pour en avoir parlé avec Franck Azema samedi soir après le match, Franck il dit ce que j'attends de lui, c'est qu'effectivement il nous apporte quelques solutions sur des petits détails, sur des petites choses. Mais quand il parle de détails, ça peut être aussi sur la confiance, sur la façon de parler à un mec, sur la façon de se positionner. Donc ça veut dire que le staff est inquiet quelque part. Je pense qu'ils sont plus que de l'inquiétude, je pense qu'ils sont lucides et je pense qu'ils voient bien ce qui se passe. La copie rendue à Pau est pas bonne, celle de Toulon ne l'était pas. La sortie de Franck Azema à Toulon, elle vient pas de nulle part. Bon, quand il dit je me demande si les mecs m'écoutent encore, ça veut dire quelque chose quand même. La victoire contre le Stade Français à domicile, c'est limite. C'est victoire à la Pyrrhus, c'est compliqué. Donc tout ça agrégé fait qu'effectivement il y a forcément un peu de l'inquiétude et on se pose des questions, à tout le moins. Alors on va jeter un œil quand même sur, tout à l'heure on en parlé un petit peu, sur la prochaine journée de top 14, avec de très belles affiches entre candidats au top 6, on l'a dit. Alors La Rochelle, Toulon, Lyon, Racing 92 et Toulouse, Montpellier. Il y aura certainement des enseignements à tirer après cette journée. Clairement cette journée va décanter un petit peu la situation, surtout en haut du tableau, tu l'as dit, il y a 4 grosses affiches. Et les vaincus vont forcément perdre un peu de terrain, mais d'un week-end à l'autre ça peut se rééquilibrer. Mais pour Clermont,
on se rend compte avec les résultats du week-end dernier, là, que je rappelais tout à l'heure, c'est que heureusement qu'ils ont gagné ce match, parce que ils pourraient être déjà. Mais vu ce qu'ils ont montré, ce qu'on en parlait hier soir, vu ce qu'ils ont montré à Pau, effectivement, je pense que c'est la seule équipe du week-end qui pouvait battre, de la façon dont ils ont joué. Oui, parce que leur Pau, c'est quand même, c'était d'une faiblesse et d'un manque de confiance qui transpire dans cette équipe. Qui est vraiment pas bien quoi. Actuellement, c'est un peu la descente aux enfers là, tout de suite. Ça doit être la pire équipe du top 14 actuellement. Et alors il y a une question qui se pose 4e défaite d'affilée à domicile. Les supporters, Bordeaux fera l'impasse ou ça n'a pas l'air d'être le genre. Ils l'ont pas fait jusqu'à maintenant. Pas d'impasse. Je crois qu'ils ne s'attendront pas là-dessus. Puis Urios avait été vexé l'année dernière d'avoir pris une pleine valise ici avec Castres. Il en avait parlé. Il dit on se retrouvera au retour à Castres. Donc c'est pas le genre de la maison. Ils sont en confiance. Alors bon, ils vont peut-être pas se mettre les tripes à l'air, mais opération porte ouverte, faut pas y croire. Dans 15 jours, il y a une nouvelle coupure de 3 semaines. Il n'y a aucun intérêt à ménager les joueurs. Non, puis il y a une dynamique qui s'est installée. On voit bien ce qui est. Le seul intérêt, c'est de conserver justement cette dynamique. C'est pas et de marquer aussi un grand coup en écartant peut-être. Oui, peut-être. Un peu plus un. Mais est-ce que dans l'esprit d'un Urios, est-ce que c'est plus favorable d'écarter aujourd'hui un Clermont qu'un La Rochelle ou qu'un Toulouse ou qu'un Racing? Je suis pas certain. C'est une occasion. Voilà, messieurs, on va clore ici ce débat et je voulais maintenant vous faire réagir à la publication de la liste des 42 joueurs retenus en équipe de France pour affronter le Pays de Galles. Ce sera samedi, c'est ça, samedi. Parmi ces 42 joueurs, alors on a parlé d'Ali Verratti-Raka qui a été rappelé, mais c'est pas de lui dont je voulais vous parler. Il y a un certain Guillaume Ducas, donc deuxième ligne de l'Aviron bayonnais. Il a été appelé pour remplacer le Bordelais Cyril Cazot qui s'est blessé. On aurait pu s'attendre quand même, enfin j'ai entendu quelques experts dire qu'on pouvait s'attendre à ce que Arthur Ituria soit appelé. Alors Macalou aussi en troisième ligne qui est blessé. Alors messieurs, est-ce qu'il y a un problème? Non, il y a pas. Il y a un problème. Je ne sais pas si c'est un problème, mais ça prouve que pour le staff, on ne sait pas trop où le situer. En deuxième, troisième ligne, c'est peut-être un peu ce côté couteau suisse qui va donc sa polyvalence lui qui va peut-être le desservir un petit peu. Moi je pense que ça peut être aussi l'occasion parce que Ituria ils le connaissent en fait. Donc c'est l'occasion, voilà. En plus c'est pour venir faire la pointe dans le groupe de 42. Donc autant tester un autre joueur. Peut-être faire venir des joueurs qu'on connaît un peu moins et voir un peu ce qu'ils ont un peu dans le ventre. Ituria l'a dit lui-même la semaine dernière en conf de presse. Il n'était pas à son niveau. Et il le sait, le staff de l'équipe de France le sait, tout le monde le sait. Il n'aurait pas eu sa prestation à Pau, on se poserait pas la question parce qu'il n'était pas au niveau. Là, il a fait un très bon match, certes, mais bon, il faut peut-être qu'il confirme sur plusieurs. Un très bon match dans un petit match aussi. Il faut qu'il confirme sur plusieurs week-ends et plusieurs rencontres, oui, en effet. Très bien. Oui, Arnaud. En deuxième ligne, il y a Macalou aussi qui a été blessé, qui a été remplacé par. T'as peut-être le nom, je ne l'ai plus là. Mais bon, oui, moi je me suis aussi posé la question. Pourquoi Ituria n'a pas. De la porte, je crois. N'a pas été appelé à la place de Macalou. Non, c'est le moment, je pense, effectivement d'essayer des nouveaux joueurs. Ok, c'est noté. Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, vos tops et vos flops. On va commencer avec les tops. Christophe. Mais mon top, c'est Racing et Teddy Iribarren qui a refait le coup contre Toulouse de la fin de match contre Clermont quand ils ont marqué cet essai sur cette mêlée tournée. Et comment il s'appelle, le jeune Toulousain Pagès qui était à la mêlée s'est fait embarquer comme Ledlow s'était fait embarquer. Du mauvais côté, et donc petit côté gagnant qui leur donne la victoire après la sirène, je crois. Donc on sent que tactiquement cette équipe du Racing est bien en place, même si elle a eu un peu chaud aux fesses contre Toulouse. Ton top, Valérie? Moi c'est le Bordeaux d'Urios, avec un penchant sur le deuxième mot, sur Urios quand même. Voilà ce qu'il réussit à faire aujourd'hui à Bordeaux. Bordeaux, il y avait toujours des promesses jusqu'au mois de novembre. Après, ça a commencé à piquer du nez. Là, on sent qu'on est passé dans une autre dimension, dans une grosse démonstration face au Lyonnais. Voilà, il l'avait réussi à Castres, il l'avait réussi à Oyo. Alors visiblement, ça dure pas 10 ans. Il tire sur les joueurs, la façon dont il se comporte avec eux, ça peut pas s'éterniser sur de longues périodes, mais ce qu'il arrive à en tirer à court et moyen terme, c'est quand même assez fort. On sent que ce garçon a fait prendre conscience du potentiel aux joueurs qu'il y a sur le terrain. Je pense qu'ils avaient le potentiel l'année dernière, c'était la même équipe, le même jeu, sauf que quand arrivait la dernière marche, il buguait. Il y avait peut-être un petit complexe d'infériorité. Ouais, je pense, oui. Ton top, Arnaud? Mon top, c'est Cheslin Colby, là, qui a joué à l'ouverture contre le Racing. C'est celui qui a fait perdre Toulouse, non? Oui. Mis à part cette cette pénalité, mais ratée. Il joue à l'ouverture, donc j'étais assez curieux de le voir évoluer à ce poste-là, puisqu'il n'a pas l'habitude. Il y avait joué très jeune. Il y avait joué très jeune dans ses années lycée en Afrique du Sud, mais il a fait un super match. Bon, mis à part cette pénalité qui était dans ses cordes
dans les dernières minutes et qui aurait certainement donné la victoire à Toulouse. 7 points d'avance, il pouvait donner. Mais non, il a été encore super bon à ce poste dont il n'a pas l'habitude. C'est un joueur super complet. Et c'est un phénomène du rugby. Son entraîneur disait hier, et sans humour et sans... il disait voilà, il peut jouer sans problème à tous les postes du 8 au 15. Effectivement, il a déjà joué 8 apparemment quelques minutes. Donc, il peut tout faire quoi. Il est sorti à la fin pour faire les sandwichs, il a nettoyé les vestiaires, il a trouvé le vaccin du coronavirus. Il paraît qu'il s'est un peu endormi au volant par contre. Sur Toulouse, Clermont-Toulouse c'était un peu long. Racing Toulouse, pardon. On passe au flop, Christophe. Alors mon flop c'est la petite sortie par la toute petite porte de Boudjelal de la présidence de Toulon. C'est très curieux, c'est peu relayé. Il y a eu des papiers pour dire que ce match contre Brive a été... ça a été très peu évoqué au stade, il n'y avait aucun hommage ni rien. Mais moi, qu'il y a des cadavres dans les placards ? Pour moi, il y a un truc, quoi. C'est évident que ça ne fait qu'épaissir le brouillard autour de la gestion du RCT version Boudjelal. Mais ça s'intéresse au foot maintenant, visiblement. Ouais, mais c'est pas gagné. Je crois savoir que les hautes instances du football français sont vent debout contre une arrivée de Mourad Boudjelal dans le football, enfin ou du moins. Ça va être avec un œil très inquiet. Non, pour moi, cette sortie-là, elle est quand même aberrante, quoi. Autant quand on connaît le personnage, la façon dont il aime communiquer, il aime être sur le devant de la scène, il attire la lumière, et là, il s'en va, mais c'est un trou de souris, quoi. Il y a un truc fait quand même. Il y a un truc. Moi, je pense que Bernard Lemaitre s'est bien occupé de son cas, quoi. Et que, le nouveau président. Je crois savoir qu'il doit découvrir chaque matin des trucs un peu sur la gestion des dernières saisons au RCT. Qui pas trop lui plaire et donc on sent que Boudjelal a été poussé vers la sortie, mais alors sans trop de ménagement quand même. Parce que là, voilà. Ton flop, Valérie. Moi c'est l'ASM sur son jeu à Pau. C'était son quoi. Voilà. Les supporters de l'ASM qui avaient fait le voyage sont courageux. Voilà. J'ai une petite pensée pour le responsable d'une grande marque de voitures. Qui était entraîneur sur Châteauguay il n'y a pas très longtemps, qui aujourd'hui s'occupe donc d'une grande marque de voitures sur Bordeaux et tout le sud-ouest, et qui est venu au match exprès. Il était content de venir voir l'ASM. Il faisait beau, non ? Il faisait beau. Voilà. La vue sur les Pyrénées enneigées était magnifique. Mais bon, c'est vrai qu'on a parlé après le match, il était dubitatif. Il m'a dit, je reconnais. Alors lui, c'est un vrai supporter. Mais je reconnais pas mon équipe. Voilà. Il n'est pas le seul, je crois. Ouais, non. Arnaud, ton flop. Toi, tu parles du niveau de l'ASM. Moi, mon flop, c'est le niveau du match. Pour ASM, c'était catastrophique. Il y a 16 turnovers côté ASM, 15 côté Pau, des touches perdues des deux côtés en veux-tu en voilà. Une pelouse qui est... c'est même pas une pelouse, c'était un champ de boue. Ils vont la refaire. Enfin, il est temps. Il est temps. Enfin non, mais c'était indigne du top 14. Je sais pas les stats, mais en temps de jeu, ça doit être famélique. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Ce match était catastrophique. Il y a un coup de bambou aussi sur Pau, là, quand même, parce que 12 000 spectateurs. Les matchs habituellement pour l'ASM ces dernières saisons, c'est 18-19 000. Là, c'est vrai que pour eux, c'est compliqué. 4e défaite de suite à domicile à la maison. Le foot qui est en train de monter. Alors qu'ils ont agrandi le stade. Voilà. Il y a le cœur d'accueil qui est intéressant. Quand les résultats sont pas là. Le foot est en train de gagner sa place en Ligue 2, ce qui inquiète un peu la section. Voilà. Toute ressemblance avec une autre ville serait évidemment fortuite. Mais voilà, non, c'est compliqué pour eux. Ouais. Bon, c'est pas la Ligue 2 qui va faire de l'ombre au top 14 quand même. Non, le top 14 quand tu le joues, le top 14 quand tu le joues comme le joue la section. Oui. Alors, pour un soutien de taille qui s'appelle Total, qui donne à peu près 3 fois ce que Michelin donne à l'ASM. Est-ce qu'ils auront toujours un soutien Total ? Je sais pas. Bien joué. Ça m'étonnerait que ça se décale sur le. C'est comme si on disait que Michelin allait sponsoriser le Clermont Foot, quoi. Je crois qu'on est à la veille. Pour le plaisir de l'essence. On va s'arrêter avec les jeux de mots. Ce podcast est bientôt terminé, mais bien évidemment, comme d'habitude, avant de nous quitter, place au quiz. Un quiz placé sous le signe de l'UBB, qui est donc le prochain adversaire de l'ASM, donc j'espère que vous avez révisé. On va commencer avec le jeu du parcours. Je vous donne une liste de clubs. Cette liste correspond à un joueur qui a porté le maillot de l'UBB, qui a porté l'ASM ? Non, de l'UBB. Le thème c'est l'UBB. Alors à vous de le trouver. Si je vous dis Agen, Albi, Perpignan, Bordeaux et Toulouse, il joue à Toulouse.
Guitoun, Sofiane Guitoun, excellent, donc 9 sélections chez les Bleus. Il a commencé à Vierzon. À Vierzon oui. Ah oui, d'accord. À l'US Vierzon. Oui, oui. Et donc auteur d'un essai d'ailleurs ce week-end face au Racing. Messieurs, je vous propose maintenant un questionnaire spécial Rémi Lamera, ancien joueur de l'ASM qui porte aujourd'hui les couleurs de l'UBB. Je vous apprends rien. Alors le premier qui répond correctement a gagné. On y va. Première question, dans quel club Rémi Lamera débarque à l'âge de 15 ans pour faire sa formation ? Toulouse, le Stade Toulousain. Deuxième question, qui était son premier entraîneur ? Hugo Mola. Non. Son premier entraîneur. Son premier entraîneur. Ah non, son premier entraîneur. Son tout premier entraîneur. Il est tout petit, à Sainte-Foy-la-Grande. À Sainte-Foy, oui, c'est vrai. Allez pas chercher loin. Son père, voilà. Jean Lamera, c'était son premier entraîneur. Troisième question, quel joueur Rémi Lamera a-t-il côtoyé lorsqu'il était gamin au club de Sainte-Foy-la-Grande, un joueur qui est aujourd'hui entraîneur du top 14 ? Mola. Hugo Mola. Bonne réponse. Quatrième question. En novembre 2013, Rémi Lamera est sélectionné dans l'équipe des Barbarians français pour affronter l'équipe des Samoa. Dans quel stade s'est déroulée cette rencontre ? Au stade Michelin. Il y avait piqué Sylvie par le Castre Olympique. Ouais, et alors visiblement il y avait Aurélien Rougerie et c'est là que Aurélien Rougerie a capitaine d'ailleurs. A expliqué à Franck Azema que ce serait peut-être bien de passer un coup de fil à Rémi Lamera. J'ai vu une vidéo. Ah bon, peut-être, ouais. La connexion elle était surtout avec Fofana à l'époque. Oui, c'est vrai, il y a une grosse connexion. C'est même Aurélien Rougerie qui en parlait dans un reportage sur France 2, si je ne dis pas de bêtises. Cinquième et dernière question. Présélectionné pour le Mondial 2015, Rémi Lamera n'est finalement pas retenu dans le groupe des Bleus. Qui était alors le sélectionneur du 15 de France ? Saint-André. Philippe Saint-André. Bonne réponse. Allez, on va terminer ce quiz avec un test de rapidité. Alors là, tu vas froncer les sourcils, Christophe. Je vais vous poser 8 questions plus ou moins farfelues. Le but du jeu est donc de trouver... Je suis pas très... J'ai du mal avec le farfelu et les questions cinéma donc aussi. Le but du jeu, c'est de trouver des joueurs qui ont porté ou qui portent actuellement les couleurs de l'UBB, donc des anciens ou des actuels. Le point va à celui qui dégaine le plus vite. Attends, tu dis des joueurs qui aujourd'hui sont à l'UBB ou qui ont porté les couleurs de l'UBB, donc des anciens aujourd'hui ou d'hier ou des actuels. Alors c'est parti pour les 8 questions. Ça n'a rien à voir avec l'ASM donc. Ah non. Le thème c'est l'UBB. D'accord. Tu t'en démords pas de l'ASM. Hein. Ça s'appelle pas ici, c'est Montferrand. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un petit oiseau dont le plumage est jaune ou vert? Joueur de l'UBB, Baptiste Sorin, bien joué. C'était pas Canary. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un poisson de petite taille qui peuple les eaux douces d'Europe? Goujon, Lohan Goujon, le Lyonnais qui a porté les couleurs de l'UBB. Tu vois que t'es à l'aise. Pour les 2-4 ans, ça te va bien. Alors, celui-là est peut-être un peu plus dur. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un petit village auvergnat où Claire Chazal a passé une partie de son enfance? Non, c'est une ville. Elle est née à Thiers, mais elle a passé son enfance dans un petit village près d'Ambert. D'accord. Bon, je vais vous le donner. Oui, là, je crois que... Brousse. Donc Charles Brousse, qui joue à l'UBB. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom que cet engin de forme ronde et plate, généralement en plastique, qu'on lance et qu'on essaie de reprendre à la volée? Frisbee. Nick Frisbee, qui jouait à l'UBB. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB porte le même nom qu'une célèbre marque d'eau de Javel? Lacroix. Alors il y en a plusieurs des Lacroix. Celui de l'UBB, c'est... Tu l'as pas? Lacroix. Si, Lacroix, attends, comment il s'appelait? À l'UBB, c'est Thibaut Lacroix. C'est Thibaut Lacroix. Alors, qui parmi les joueurs... depuis plus d'un an. Qui parmi les joueurs... Non, c'est l'autre. C'est Gabriel Lacroix. Celui qui est blessé, c'est Gabriel. Lacroix, c'est celui qui était champion du monde des moins de 20 ici à... Alors, il en reste 3. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un ensemble de peuples originaires d'Europe du Nord qui déferlera sur l'Empire romain au IVe siècle après Jésus-Christ? De l'Europe du Nord? Les Vikings? Non, pas les Vikings. C'est un peu plus bas. Répète la question un peu. Parce que, Donc, qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un ensemble de peuples originaires d'Europe du Nord qui a foncé sur l'Empire romain au IVe siècle? Ouais. Alors là, je suis désolé, mais Julien Velay qui est derrière la caméra, ça littéralement... Je l'ai entendu d'ici. Oui, alors celle-là, elle est annulée. Du soir. Nicolas Visigo qui joue à l'UBB. Allez, il en reste 2. Non, celle-là, vous allez les trouver.
Et qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a le même nom qu'un célèbre acteur américain qui vient de décéder à l'âge de 103 ans. Oui. On connaît que lui. Attention, il faut. Oui, Spartacus. Le même. Douglas. Oui, mais donc le prénom, vous l'avez, le prénom du joueur Douglas de l'UBB. C'est Douglas son nom. Oui. Colin. Non, pas Colin Douglas. Kane Douglas, deuxième ligne de 2,02 m, joli bébé. Allez, la dernière. Qui parmi les joueurs ayant porté le maillot de l'UBB a presque le même nom qu'un champion cycliste français qui commande chaque année le Tour de France sur France Télévisions. Jalibert. Bravo Arnaud. On est spécialiste du deux roues là. Bon, on n'a pas fait les comptes, je ne sais pas qui a gagné. Bref, c'était pour la beauté du geste. Messieurs, ici Montferrand est maintenant terminé. Vous pouvez bien évidemment télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Messieurs, merci beaucoup et à bientôt. Bonne semaine. Merci, salut, bonne semaine à tous.